Oui, ça m'arrive là. Oui, Laurent, il y a encore beaucoup de monde ici ce soir, place de la République. Des centaines de personnes assistent en ce moment à une assemblée générale, comme tous les soirs ici depuis plus de 15 jours. Et concrètement, eh bien, on y parle féminisme, réfugiés, mais on y parle aussi des dégâts de la nuit dernière, des dégâts qui sont condamnés par la majorité des gens ici. Et puis, les forces de l'ordre sont bien visibles tout autour de la place, mais tout se déroule dans le calme pour le moment. L'interdiction de cette place de la République n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Vous l'avez entendu il y a quelques instants. Et lorsqu'on évoque cette hypothèse aux gens qui sont présents ici, eh bien, il nous... Merci, bonsoir. Il y a aujourd'hui un esprit très élevé qui habite tout un chacun d'entre nous et un éveil de conscience qui s'est installé aujourd'hui dans chaque peuple, qui fait qu'aucun de nous ne peut encore ignorer tout ce qui se passe. Aucun de nous ne peut fermer les yeux par rapport à tout ce qui se passe à côté. Selon l'esprit et la lettre de la Constitution qui régit aujourd'hui la République française, vous savez que le président de la République est le commandant suprême des forces armées. On ne peut jamais demander à son père d'arrêter de taper ses propres enfants à la maison et les laisser aller taper les autres enfants à l'extérieur. Dans cet état d'esprit, je voudrais vous dire que le 8 mai, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que le 8 mai 1945 a été installée une dictature mondiale internationale. Et cette dictature, savamment et intelligemment entretenue par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, lesquels aujourd'hui sont en train d'installer et d'instaurer des politiques libérales, néolibérales et des politiques aujourd'hui néocoloniales et impérialistes qui paupérisent l'ensemble de nos peuples. Alors le 8 mai, je suis venu ici pour vous lancer un appel à cette France digne. Cette France qui a su toujours, à chaque fois que nous nous sommes retrouvés au carrefour de notre histoire commune, elle a su toujours donner l'espoir à l'humanité. Elle a su toujours bouleverser les tendances, bouleverser la donne des choses. Le 8 mai, nous nous mobilisons justement parce que sans une armée, toutes ces politiques néolibérales ne verront jamais le jour. Et aujourd'hui, l'armée française que nous entretenons est devenue un outil aujourd'hui qui accompagne ces politiques néocoloniales, ces politiques néolibérales qui bouleversent la vie de millions de personnes. Donc le 8 mai, nous appelons à une mobilisation pour demander le départ de l'armée française, pour que l'armée française revienne à la maison. Le 8 mai, nous appelons à une mobilisation massive pour demander à ce que l'armée américaine rentre chez elle. Le 8 mai, nous appelons à une manifestation pour demander à ce que toutes les armées étrangères plient bagage en Afrique. Parce que aujourd'hui, la confusion est en train de s'installer. Et ces armées, au nom du peuple français, au nom du peuple de l'Europe, est en train de peindre nos mains en rouge. Et qu'aujourd'hui s'installe dans la confusion de tout ce peuple que c'est la France qui tue. Oh, loin s'en faut. Et j'appelle à cette France aujourd'hui de faire la scission et de venir massivement le 8 mai parce que nous partirons du métro Sèvres-les-Courbes pour justement demander à l'armée française, comme je le disais, de revenir. Oh cette France, prenez vos responsabilités. Oh cette France, le moment n'est plus que jamais venu pour que tous ensemble nous puissions briser le mur de Berlin. Le nouveau mur de Berlin qu'ils ont construit, qui aujourd'hui sépare les riches et les pauvres, qui aujourd'hui sépare les pays du Nord et les pays du Sud, qui aujourd'hui sépare les Blancs et les Noirs, qui aujourd'hui est en train de bouleverser l'avenir de toute la jeunesse africaine, qui est aujourd'hui obligée d'être poussée vers l'immigration massive, car ce sont ces politiques qui ont provoqué aujourd'hui cette hémorragie économique qui précipite l'ensemble de nos richesses vers d'autres cieux. Panama Papers, comme vous le savez, aux îles Caïmans, et ces richesses viennent ici dans ces banques au détriment du peuple français, au détriment du peuple d'Europe. Alors Europe debout, France debout, Afrique debout, unis au nom de l'unité, la dignité et le courage pour mener ensemble cette lutte, pour faire tomber ces barrières et qu'ensemble nous puissions comprendre que plus que jamais et que la lutte, nous la mènerons ensemble, la convergence des luttes devienne une réalité pour faire face à toutes ces puissances qui bouleversent nos vies. Unité, dignité, courage. 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 Je vous remercie.
Ok, donc comme d'habitude, on est toujours rapide. Les Américains, comment ils l'ont gagné? Les militaires noirs au Vietnam ont dit, les Vietnamiens, ce ne sont pas nos ennemis, on s'en va. Les militaires noirs ont été en prison et sont repartis. Les militaires noirs sont venus aux États-Unis et ont fait des colloques. Tous les étudiants américains sont sortis dans la rue et la guerre du Vietnam s'est arrêtée. Donc nous, ce que nous demandons aux Français, c'est de se mettre debout et tous ensemble, non pas faire des pétitions, mais de se mettre dans la rue et de demander l'arrêt des massacres en Afrique. Merci. Merci. La commission Les peuples de France, d'Europe et du monde, afin de remettre nos exigences auprès du président, lui démissionnant, nous le déposant, et à créer le gouvernement de la République universelle. Merci. Bien, alors c'est une proposition, j'espère qu'on pourra faire. Alors on est de retour sur le plateau de la TV Debout et on va parler un petit peu de la France-Afrique. Puisqu'on a la chance d'avoir sur le plateau donc Moizoulou qui est porte-parole, représentant d'une association qui s'appelle la MUDC, et on va parler d'une région bien particulière qui est la région du Gabon et du Congo-Brazzaville. Bonsoir Moizoulou. Bonsoir. Bah, merci d'être là sur le plateau de TV Debout. Je pense que vous êtes là, votre mouvement milite depuis un certain nombre d'années parce qu'on sait que dans cette région il y a vraiment des dérives dictatoriales qui sont depuis Omar Bongo vraiment omniprésentes dans la région, et notamment au mois dernier la réélection de Denis Sassou Nguesso, très contestée dans cette région. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus d'informations sur cette question? Lorsque nous sommes allés au sommet de la Baule, les pays africains sont arrivés au sommet de la Baule sous la présidence ou sous l'égide du président feu regretté François Mitterrand. Ces derniers avaient donné le ton du vent qui a soufflé en Afrique, le vent de la démocratie, la démocratisation des pays africains. Et justement, lorsque cette politique a été mise en place, il s'est fait que dans les pays africains, nous avions connu un vent de conférences qu'on a appelé des conférences nationales souveraines. Vous vous rappelez que lorsque les conférences nationales souveraines ont soufflé dans toute l'Afrique, Denis Sassou Nguesso à cette époque-là a accepté de laisser le pouvoir. Il a laissé le pouvoir parce que le Congo-Brazzaville a connu le processus de la conférence nationale souveraine où le peuple avait décidé librement que le président Pascal Lissouba, après une élection, puisse prendre le règne du pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette logique-là va nous permettre de comprendre ce qui se passe maintenant. Il y a aujourd'hui un réseau mafieux, je dirais un État qui est créé dont on ne connaît ni les limites territoriales, ni le fonctionnement des institutions, mais seuls les avertis, ou si j'ose dire les personnes qui sont impliquées dans la mafia de la France-Afrique connaissent mieux. Et cet État, c'est ce que j'appelle la France-Afrique. À l'époque, le président Lissouba, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a permis au Congo-Brazzaville de pouvoir acquérir au moins 74% de ses revenus pétroliers. Cette négociation s'est passée avec le directeur de la compagnie Elf au Congo-Brazzaville, et le président Chirac à l'époque avait mal digéré cette négociation. Lorsque Jacques Chirac arrive au Congo-Brazzaville, le président Pascal Lissouba a refusé de renégocier ses contrats. Et qu'est-ce qui s'est passé? La France a soutenu, à travers bien évidemment ses réseaux, a soutenu le président, le général d'armée Denis Sassou Nguesso pour revenir au pouvoir. Et en ce moment-là, Denis Sassou Nguesso a fait la guerre de 97, une malheureuse situation qui a occasionné et causé énormément de dégâts et beaucoup de morts, et a permis à Denis Sassou Nguesso de confisquer encore une fois le pouvoir. Et cette confiscation du pouvoir s'aligne, si vous voulez, s'accompagne avec ces ensembles des accords qui ont été signés depuis Belle Lurette. Donc du moment où Denis Sassou Nguesso continue encore à servir ses intérêts mafieux de la France-Afrique, il est hors de question qu'il puisse quitter le pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons vu le toupouillage électoral, ces charabia, ou si j'ose dire, ces semblants des élections qui ont permis à Denis Sassou Nguesso de conquérir et de maintenir le pouvoir, qui aujourd'hui l'a permis de rester président avec une opposition. Quelle est l'opposition? Je cite le cas par exemple du général Mokoko. Le général Mokoko avait trahi le peuple du Congo-Brazzaville déjà lors de la conférence nationale souveraine, parce qu'au lendemain de la victoire du président Pascal Lissouba, le président Denis Sassou Nguesso a refusé de céder
c'est que la clé de la souveraineté d'un État et dont la politique dépend du président de la République, je cite l'armée. Il avait encore l'armée. Et qui était aux commandes de cette armée? C'est le général Mokoko. Et aujourd'hui, on voit ce même poulain qui a été formé par la France, autrefois chef d'état-major. Rappelez-vous ce syndrome des coups d'État, par exemple, qui a frappé la France-Afrique, où les chefs d'état-major sont devenus quasiment des présidents. À chaque fois que le président en fonction ne répondait pas aux intérêts de la France. Et si on voit la situation au Gabon, qui est donc un pays vraiment limitrophe, bah quelque part ça a fait un peu tache d'huile. Lorsqu'on a vraiment protégé Omar Bongo, Ali Bongo aussi, qu'on a vu d'ailleurs défiler ici pendant les attentats, lorsque il y a eu les attentats en France, avec tous ces chefs d'État qui sont venus défiler, on a eu aussi des grands dictateurs qui sont venus passer, notamment aussi la famille Bongo. Est-ce que finalement dans cette région, bah, elle est complètement tenue par la France-Afrique et vraiment elle est symptomatique? Est-ce que l'épisode du Gabon fait un peu tache d'huile? Finalement, on a laissé faire au Gabon, et ben maintenant tous les autres pays, on peut très bien y placer les chefs d'État qu'on désire. Les réalités actuelles du Gabon, comme je disais, le microscope du Congo-Brazzaville date même depuis longtemps. C'est-à-dire que il y a dans le réseau France-Africain une réalité qui consiste à faire d'un pays les laboratoires d'une réalité qui sera appliquée de l'autre côté. Donc on a expérimenté, si ça marche, on expérimente en Côte d'Ivoire. Mais ça marche, malheureusement. Le Gabon, qu'est-ce qu'il a fait? Nicolas Sarkozy a donné simplement l'injonction de pouvoir changer les résultats, où les gagnants devaient prendre le résultat des Bongo et Bongo devait prendre les résultats du gagnant. Et l'armée française, qui malheureusement, cette armée aujourd'hui qu'entretiennent les citoyens français, c'est la raison même pour laquelle aujourd'hui nous sommes là. Parce que le peuple français doit comprendre que la lutte, par exemple, que nous sommes en train de mener ici à l'intérieur contre ces charabia juridiques de la loi M. Connery, c'est quoi? C'est que nous nous levons face à un système aujourd'hui qui est en train de paupériser, de clochardiser, de bouleverser la vie des millions de citoyens. Ces mêmes entreprises des CAC 40, ces mêmes entreprises de Dom Jones, ces mêmes entreprises de Wall Street, qui aujourd'hui disent au peuple européen, au peuple américain, au peuple de l'Occident, qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir embaucher, qui n'ont pas assez d'argent pour augmenter les salaires. Ce sont ces mêmes entreprises qui aujourd'hui imposent des contrats néocoloniaux, des contrats juteux pour eux, en Afrique et qui font perdre aujourd'hui aux pays africains des millions et des milliards en euros. Et cette réalité-là, si les citoyens français ne récupèrent pas son pouvoir, ce système va continuer à nous frapper de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ce système s'appuie notamment avec l'outil que les Français entretiennent, l'armée française. La raison pour laquelle d'ailleurs le 8 mai, nous serons dans les rues de Paris justement pour demander le départ de l'armée française de notre mère patrie, l'Afrique, le départ de l'armée française pour mettre aussi en évidence et à la lumière de tous ces actes horribles que l'armée française a commis dans la plupart des pays africains, les actes des zoophilie et des pédophilies, et qui est aujourd'hui une réalité même depuis 1994 au Rwanda. Donc c'est cette politique-là, cette dictature qui a été mise en place au lendemain du 8 mai 1945, avec les 5 membres entretenus de manière assez intelligente, avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. On a accueilli ce soir le Nicolas Cerciron, qui est l'ex-président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, et il nous parle dans un de ses derniers ouvrages sur l'extractivisme, le rapport à la dette et l'extractivisme. On a reçu Yanis Varoufakis, qui lui parle d'une espèce d'extractivisme européen, on va dire quelque part. C'est vraiment cette question des ressources naturelles, l'extraction des ressources naturelles qui est au cœur. En fait, c'est le modèle occidental. A besoin d'extractivisme et d'extraire des ressources naturelles un peu partout dans le monde. C'est au cœur de la politique étrangère. Là, c'est du pétrole, évidemment, au Congo. On a aussi en République démocratique du Congo, on a aussi dans le Nord Kivu le coltan, qui est là où on fait nos téléphones portables. C'est ça aussi la France-Afrique. Il faut remettre en question vraiment le modèle occidental du capitalisme et aussi de notre mode de vie, pour pouvoir essayer de ne plus extraire des matières premières dans des pays, et donc quelque part de ne plus faire l'alpha et l'oméga de la politique dans ces pays. Il faut donc vous appeler quelque part qu'on change de mode de vie aussi. Oui, le pétrole, tous ces minerais qui sont importants. Nous appelons à cette prise de conscience collective. Oui. Cette prise de conscience collective entre le peuple du monde pour pouvoir aujourd'hui être les boucliers des peuples opprimés. Être le bouclier aussi, si j'ose dire, de notre équilibre environnemental. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'extraire. Ils sont en train aujourd'hui d'extraire toutes ces ressources, mais personne n'est capable aujourd'hui, avec des études sérieuses et concrètes, de démontrer quelles seront les conséquences de demain. Et aujourd'hui, lorsqu'on parlait par exemple de la réalité de la dette,
Nous, dans notre mouvement, nous nous sommes inscrits dans la logique que préconisait le président Thomas Sankara autrefois. Le président Thomas Sankara disait qu'on ne pouvait pas payer ses dettes parce que ce n'est pas nous qui l'avions contacté. Bien sûr. À l'époque où ces dettes ont été contactées, les pays africains n'étaient pas des pays, c'était des territoires sous-coloniaux, c'est-à-dire soit attachés à l'Empire français, soit attachés au royaume du Portugal et consorts. Et ce que la communauté internationale a accepté pour la Pologne. La dette, le traité de Versailles qui pourrait annulé, voilà, la dette pour la Pologne, c'est cette même réalité qui doit être appliquée aux pays africains. Et la nation, ou si j'ose dire le peuple européen, la communauté internationale, l'opinion publique européenne doit prendre à mesure, doit reconsidérer son mode de vie. Parce qu'il y a une façon encore noble de vivre sans passer par cette extraction, si j'ose dire, exagérée de nos ressources, sans spolier nos terres, sans pouvoir aussi aujourd'hui briser nos identités, nos valeurs culturelles les plus intransigeantes, qui aujourd'hui, avec l'arrivée de tous ces multinationales, bouleversent les habitudes locales. Les clochardises bouleversent la vie des millions. Parlons de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a un silence total dans la communauté internationale et dans le monde entier. Sur un génocide qui est énorme, au Nord Kivu, qui est en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les intérêts de tous ces multinationales, au-delà des intérêts miniers, il y a des intérêts aujourd'hui climatiques. Vous savez que ce n'est pas passé dans tous les médias en 2001. En 2001, je vous porte cette information que vous pouviez vérifier. En 2001, les Marines américains sont arrivés en République démocratique du Congo. Ni était le vent qui a soufflé avec le volcan Nyiragongo au Congo. Aujourd'hui, la partie Est serait amputée de la République démocratique du Congo parce qu'avec cette vision qu'ont les nations occidentales et multinationales de pouvoir, comme ils l'ont fait au moment de la conférence de Berlin de 1884, de pouvoir amputer l'Afrique, dépiécer l'Afrique au bénéfice des puissances occidentales et de tous ces intérêts qui ne disent pas leur nom. Donc il y a cette politique à reconsidérer et cette conscience collective aujourd'hui que nous pouvons mettre ensemble. La conjonction, comme on est en train de dire aujourd'hui, la convergence de toutes ces luttes pour pouvoir briser ces nouveaux murs de Berlin qu'ils ont mis en place. Et Yanis Varoufakis nous parle de démocratie dans l'Union européenne. Et lorsque la France, elle empêche qu'il y ait des observateurs pour les élections, elle a vraiment en février mis un veto total pour qu'il y ait des observateurs indépendants qui se rendent pour observer ces élections donc au Congo-Brazzaville en mars. Quelque part, on voit bien qu'il y a un cruel manque de démocratie parce que on contourne les lois. C'est aussi une des vocations de l'Europe de observer et de promouvoir la démocratie, mais elle promeut la démocratie dans des autres pays, mais pas à l'intérieur d'elle-même. Donc on n'a aucune leçon à rendre. Est-ce qu'on peut pointer vraiment du doigt la France dans ce jeu qu'elle joue dans cette région ? La raison pour laquelle vous avez vu que nous appelons ces pays qui a été créé par cette France oligarchique, la France-Afrique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la France reste le socle fondamental ou le tournant de cette politique mise en place. Avec des intérêts. Elle a des intérêts aussi, bien sûr. Ses intérêts. Et en parlant de la démocratie, je pense que si l'on veut aujourd'hui que d'autres nations puissent porter la démocratie, il faut les laisser s'exercer dans cette démocratie. Mais nous nous sommes inscrits dans une logique qui dit clairement que la démocratie était un leurre. Les élections, c'est aussi une sorte de leurre. Actuellement. On nous inscrit dans ces processus, mais dans ces processus-là, d'où l'on sait, le problème de l'Afrique, c'est de ne pas voter. Le problème de l'Afrique, c'est de ne pas passer par une démocratie au type occidental. Mais le problème de l'Afrique, c'est de reconsidérer aujourd'hui une vision globale de notre politique en s'ancrant sur notre propre vision, notre propre boussole. D'où nous parlons d'un panafricanisme qui a été préconisé par le président Kwame Nkrumah, qui aujourd'hui sera le socle de notre développement, de notre propre vision politique, économique, culturelle et sociale qui nous permettra aujourd'hui de nous acheminer vers le développement vu par nous, conçu par nous et aujourd'hui qui va changer le sucre de la politique, si je veux, une révolution véritable pour l'Afrique et qui permettra à l'humanité tout entière de respirer. Tout à fait. Et donc vous appelez le 8 mai donc à un rassemblement. Où est-ce qu'il sera situé ce rassemblement? À quelle heure? Nous partons de métro Sèvres-les-Courbes sur la place parisienne, donc métro Sèvres-les-Courbes, ligne 6, où nous appelons à une marche. À quelle heure? Qui partira à 13h30. 13h30, le 8 mai. Au nouveau complexe du ministère de la Défense. D'accord. Dans le 15e à Ballard. Voilà, au départ de l'armée française de l'Afrique. Et le départ de l'armée française, c'est le départ de toutes ces armées qui aujourd'hui ont élu domicile dans notre chère et mère patrie d'Afrique, y compris l'armée américaine, y compris l'armée allemande, y compris de manière générale l'OTAN, qui sont aujourd'hui, qui est devenu un outil qui accompagne ces politiques nauséabondes, ces politiques aujourd'hui qui bouleversent l'ensemble de nos vies et l'ensemble de nos pays.
et qui aujourd'hui est en train de soumettre notre mère patrie l'Afrique dans une situation économique indescriptible. Donc le 8 mai, c'est une mobilisation générale de toute l'humanité et nous appelons le peuple français de soutenir cette lutte pour la libération véritable de l'Afrique, car c'est l'effondrement de toutes ces politiques imposées par ces entreprises des CAC 40 et multinationales qui paupérisent le peuple français, les peuples africains et le peuple de l'humanité de manière générale. Le message est passé, donc le 8 mai, 13h30, au métro Sèvres-le-Courbe, on appelle un rassemblement. Merci d'être passé donc sur le plateau, Moizoulou, et puis vous pouvez aussi vous renseigner sur le mouvement, donc le MUDC. À bientôt, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. On retourne sur l'Assemblée Générale, à tout à l'heure. Dénonce cet argent qui de deux dénonce cette manipulation médiatique, on l'a dit, qui de deux dénonce la violence de notre société, qui est une violence économique, sociale, policière. Et que le mouvement ne prend ni position ni jugement. 3. Le mouvement dirait, on ne prend pas position, on ne veut